Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage. Bonjour et bienvenue sur Radio Vénétis. Radio Vénétis, c'est un événement radiophonique insolite qui rassemble des acteurs du territoire autour des thématiques du futur du travail. C'est la rencontre de dirigeants, de managers et de RH qui ont à cœur de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques en matière de ressources humaines, de recrutement et de management. Si vous ne souhaitez manquer aucun des nouveaux épisodes, abonnez-vous et surtout, bonne écoute. Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts ? Prêt à lâcher quelques instants vos habitudes, Vos certitudes ? vos inquiétudes, Vos lassitudes ? prêt à rencontrer, à vous connecter, à vous immerger. Dans votre vie, ce ne sera qu'un court interlude. Très vite, vous repartirez vers la multitude. Vers des jours, veille ou lendemain en similitude. Peut-être emprunterez-vous un peu de son attitude. Sans promptitude, avec lenteur et gratitude. Voici Jean-Michel Paumé. Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage. Hello Jean-Michel ! Bonsoir. Bonsoir. Oh, la voix de radio. Alors toi, je te veux pour les prochains jingles. Oh, le mec, ça c'est la voix que tout animateur voudrait avoir. C'est vrai. C'est l'histoire, D'un Cécile, homme qui a essayé, s'est planté et a réessayé malgré tout. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir. Juste, je voudrais dire le grand témoin. Grosse pression. Ah ouais, Parce ouais, que ouais. après, Mais je te après rassure, des on est à la témoins bourse, ça comme, va durer 3 minutes. non mais c'est ça. Non, après des témoins comme Louise, franchement, la pression. Ben ouais. Ouais. Non, elle fait C'est du chouette. Jean-Michel. De toute façon, Louise elle est déjà occupée par elle-même. Donc, Alors Jean-Michel, C'est tu es le parti. dirigeant de Zeni, entreprise à impact qui traite par une solution basée sur la nature les eaux usées par l'industrie. c'est vrai que c'est malin cette histoire. Pour les auditeurs de BFM Business, parce que je suis sûr qu'il y en a qui se planquent dans la salle, qui peuvent être plus pressés que d'autres, qui sont garés en double fil. C'est quoi la solution Zeni ? Ouais. Une idée de Zeni. Ouais. C'est assez génial. Ouais. J'ai pas de jingle, me regardez pas comme ça. Je vais pas faire de l'humour facile non plus. Ah, Zeni. Alors Zeni, ça veut dire zéro nitrate. Donc déjà, je me présente, Jean-Michel, je suis expert en microbiologie industrielle. J'ai créé cette société il y a 1 an. La semaine prochaine, ça fera déjà un Dis an. donc. Et en gros, on va traiter des eaux industrielles qui sont très chargées en nitrate et en phosphate, d'où le Zeni, zéro nitrate. Et on va produire en gros une marée verte, c'est-à-dire qu'on va faire du biomimétisme. Vous imaginez qu'on va reproduire dans un système clos une marée verte, donc on va utiliser Les algues des vertes, les fameuses. Eh ben Ouais, oui, ouais, mais c'est des ça. bonnes algues. Des bonnes, ouais. Et puis surtout, dans un espace limité. Ouais, un Un espace espace sur des plages. contrôlé. Et on a fait le constat que, en gros, en France, on est les derniers de la classe. 1% seulement des eaux usées sont recyclées. C'est un peu un scandale. 30% en Espagne, 40% en Allemagne. Ça vient d'où ce retard ? Parce que la phytoépuration, ça existe depuis longtemps. On connaît déjà ce principe. Ouais, c'est vrai que la phytoépuration, c'est un peu vieux comme le monde, clairement. Et la problématique de la phytoépuration, c'est qu'on prend des plantes terrestres, donc il faut peu de charge en nitrate, phosphate notamment. Et ça marche pas aussi bien que ça. Il faut du foncier. Donc quand on est dans l'industrie, quand on leur dit il faudrait me donner 1 hectare de votre terrain pour épurer l'eau, ça fonctionne pas comme ça. Donc la solution, effectivement, c'est une solution compacte avec des cuves et de la lumière immergée dans ces fameuses cuves nécessaires à ces fameuses microalgues. Mais dis-moi Jean-Michel, pourquoi la lumière ? Tu peux nous éclairer ? C'est vrai que j'aurais pu J'aurais commencer... pas osé celle-là. Mais bien, je suis presque vexé. Non, c'était chouette ça, j'ai bien aimé. J'aurais pu commencer par ça, en fait, les microalgues. Les microalgues, on parle aussi de phytoplancton, ce sont des plantes microscopiques, mais des plantes. Donc les plantes, elles font la photosynthèse. Il faut donc de la lumière. Voilà. C'est aussi simple que ça. Alors, pas aussi simple, hein. C'est quand même un organisme, quand on essaie de comprendre. Il a 3 milliards d'années. Ce sont les premiers organismes sur Terre.
C'est assez génial d'imaginer qu'aujourd'hui, on va valoriser un projet grâce à des organismes qui ont fait naître la vie sur Terre. Et on appelle ça de l'innovation. Et ben voilà, c'est ça. Non, C'est bien joué quand même. c'est bien joué, le biomimétisme, le fameux. Bah oui, le fameux. Et puis tu vas nous donner d'autres exemples. Pour l'instant, on parle de Zénith. Cécile. Concrètement, comment ça marche? Tu as parlé de cuves, de lumière, Ouais. d'algues, de recyclage. Explique-nous et décris-nous peut-être tout simplement ton business model. Ouais, alors très rapidement quand même, ce qu'on a parlé de cuve, alors c'est quoi? C'est assez simple, un tank, hein. Vous imaginez, vous mettez de la lumière dedans, hop, on plug ça en sortie des fluents industriels. Et les fluents industriels, qui est riche en nitrate et en phosphate, c'est en fait un milieu de culture naturelle pour nos petites algues. Les algues, on les maîtrise, on les contrôle, et derrière, on abat absolument totalement les nitrates et les phosphates, les polluants. Et on pourrait traiter tout à fait autre chose. Et surtout, eh bien, derrière, en fin de procédé, on sépare. On a une eau qui est plus pure presque que l'eau du réseau qu'on boit. Et on a une biomasse d'algues qui est revalorisable. C'est totalement circulaire. Donc voilà, on a quelque chose qui tourne pas mal. C'est génial. Personne n'y avait pensé avant toi? Ah si, les Incas. C'est vrai? Non, je blague. Non. Non, je blague Non. pas. Les Incas, réellement, sur la Ouais. phytoépuration, ils l'utilisaient pour Ils boire de l'utilisaient déjà. l'eau et la dépolluer, très clairement. Aujourd'hui, la concurrence, elle est aux États-Unis. Enfin, concurrence, on va dire la possibilité même de partenariat plutôt que de compétition. C'est ce problème de marée verte, pour revenir à quelque chose de sérieux, et ces problèmes de pollution des milieux aquatiques par les nitrates, les phosphates, activités humaines, c'est le 3e problème environnemental mondial. Donc clairement, il y a Et alors, on un parle de champ marée des verte, possibles. puis dans les Caraïbes, il y a comment on appelle ça, les sargasses aussi, c'est pareil, c'est le même principe. Alors sargasses, effectivement... c'est de la pollution, ça vient de la pollution aussi. Oui, c'est une pollution. Et là, ce sont ce qu'on appelle des macro-algues, celles qu'on voit sur les estrans, ou effectivement qui vont se développer en mer de façon incontrôlée et qui vont polluer les côtes ensuite. Donc pour répondre à la question de Cécile, ça existe déjà aux États-Unis. Toi, tu as des concurrents aux États-Unis, par exemple? Encore une fois, ouais, j'entends pas ça comme une concurrence. Il y a tellement à faire dans ce milieu. Alors, la concurrence que j'ai visitée il y a 1 an tout juste aux États-Unis, par exemple, un site qui traitait des stations d'épuration avec des microalgues. C'est un autre sujet, adresser les stations d'épuration. Nous, on va vraiment adresser l'industrie agroalimentaire, l'aquaculture, qui sont très émetteurs de nitrate et de phosphate. Alors, je suis industriel, tu peux m'installer ça la semaine prochaine? C'est la question qui nous a été posée la semaine dernière sur le SPACE, le plus gros salon. Ah oui, à Rennes. À Rennes, exactement. Et c'était intéressant. On a rencontré un industriel qui nous a demandé si en avril prochain, on pourrait traiter 35 mètres cubes par jour, 35 000 litres par jour. 35 000 litres. C'est intéressant. On faisait un calcul quand on Comme s'est ils font revu des là. concours, les mecs, ou quoi? Non, mais non, en gros, l'industrie agroalimentaire est une des industries qui utilise le plus d'eau, tout simplement qu'elle en a beaucoup besoin pour le nettoyage. Et c'est quand même incroyable aujourd'hui qu'on utilise cette eau à partir de l'eau du réseau principalement. 90% c'est l'eau du réseau. Donc il y a un petit sujet. Oui, il y a quand même voilà. un Et sacré puis, sujet. Et alors, du coup, avril prochain? Non. Désolé, vraiment. Non, on a 1 an, je le rappelle. Donc en fait, on est à l'échelle du scale-up industriel. Donc on va proposer 1 mètre cube. On dit, vous êtes déçus. 1 mètre cube, c'est quand même 1000 litres, mais en fait, ça préfigure. C'est un système qu'on va pouvoir plugger chez les industriels pour faire justement ce travail d'acquisition de données. On a testé des tas d'effluents industriels avec beaucoup de succès. Donc là, on est en train de faire une levée de fonds d'ailleurs pour passer sur cette échelle et le plugger dans différentes industries et changer d'échelle jusqu'à 100 mètres cubes par jour, 100 000 litres. 100 000 litres par jour. Ouais. Donc pour l'instant, R&D et opérationnalisation. Fin 2025, c'est demain, honnêtement. Ouais, c'est début sûr que 2026. ça vient vite. Pour comprendre comment tu en arrives à créer Zénith, on va d'abord descendre à Toulon. Parce que toi, tu es un amoureux de la mer. L'eau, c'est ton élément. L'eau, c'est ton élément, en fait, depuis tout gamin. Et tu dis même que le rapport à l'eau, c'est ton projet de vie. Ouais, c'est un projet assez dingue. Un projet, d'ailleurs, on en reparlera, les échecs, suite à un plantage sur une food tech que j'avais créée. Mais effectivement, moi, je viens de la région de Marseille-Toulon, pas du tout l'accent, heureusement pour l'anglais. Et Pourquoi
Oh là là, Il n'y a pas le droit de... Non, mais c'est pas facile, là, les copains là, De qui pas- parlent en anglais avec l'accent marseillais. Je t'assure, ça marche pas. J'ai jamais pensé à C'est faire ça. affreux. Tiens, faudrait que je vais me noter un petit rappel pour demain. Donc effectivement, ouais, gamin, je me baignais tous les jours en Méditerranée. J'ai vécu toute mon enfance près de Toulon. Et en tant que gamin, je voyais, j'ai nagé dans des environnements exceptionnels et puis je les ai vus péricliter. Et puis aucun adulte me donnait la réponse du pourquoi. Alors je commence un petit peu à comprendre pourquoi. Et ça a été un peu l'eau, le fil conducteur. Ça a été le fil conducteur de ton parcours. Ouais. Ça a dû te manquer l'eau pendant le Covid, mais pendant le Covid, tu as créé une food tech. Ouais, dingue. Qui s'est au meilleur appelée moment. Blue It. Bah oui, Blue, mais pas Blue. le Blue qu'on imagine, B-L-U-E, c'était B-L-U. Ça veut dire be like you, eat, soyez ce que vous mangez. Parce que c'était un travail sur le microbiote. Ouais. C'est ma deuxième expertise. Oui, puisque tu es ingénieur de formation. Alors, ouais, ingénieur, docteur, je sais pas, Ah oui. c'est pas... Oh la vache, j'ai failli vexer l'invité là pour le coup d'un coup. Pardon, docteur. Poursuivez, docteur. Oh là là. Non. Et alors Blue It, ça a été un échec. Ben, en gros, c'est un des sujets de la création d'entreprise, arriver au bon moment. Alors, Blue It, il est arrivé quand je pense que 15 jours après la création, on annonçait un virus, je crois, le Covid, un truc comme ça, je sais pas. Et puis, Ça me dit rien. je me suis quand même accroché, malgré le fait que j'avais 3 associés un petit peu éloignés, Berlin, Vienne en Autriche et Hong Kong. Pas trop facile de travailler ensemble. Donc je me suis démerdé et j'ai été jusqu'à créer la boisson, prête à la lancer. Et au moment du lancement, la guerre en Ukraine. Augmentation des prix des matières, le verre x10 selon les... Il s'agissait de faire quoi précisément? c'est un peu mis en stand-by, mais on verra ça plus tard, parce que c'est Zeli First, mais c'est une boisson qui stimule l'axe cerveau-intestin. Ouais. Et pour le coup, oui, vas-y Cécile, ouais. Non, t'as su rebondir, clairement à nouveau, mais comment t'es passé d'une food tech au traitement de l'eau? Ouais, très bonne question. Quand vous vous plantez dans une start-up, il faut trouver quand même de quoi manger. Donc j'ai fait du conseil, il paraît que je me suis fait un petit nom dans le monde des microalgues. Et j'ai eu la chance d'être consultant pour 2 projets privés, projets publics, dans le monde de l'environnement, puisque je travaillais sur les algues et la nutrition santé, la cosmétique et autres. Bing, révélation. Là, le choc. Dire, tiens, mais c'est vrai, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Et donc, à fond. Avec le recul, tu te dis que tu aurais pu le faire il y a 10-15 ans ou que finalement il fallait parcourir un certain chemin? Quel chemin je sais pas. Honnêtement, c'est comme si... j'ai envie de remercier le Covid, il y en a qui m'auront pas ça. Mais en gros, le fait de s'être planté comme ça m'a permis de me poser, de chercher d'autres choses. Et comme tu disais, c'est rebondir. L'adaptation, c'est finalement être capable de rebondir sur un échec plutôt que de se plaindre. Mais tu as commencé à en parler un petit peu, que tu disais j'avais des associés à l'autre bout du monde. Il manquait un truc là, il manquait de la relation. Il manquait de la relation. Donc là, ce qui a été assez fabuleux, c'est que quand j'ai vraiment décidé d'y aller, j'ai eu la chance de rencontrer par exemple Rudy d'Atlampol qui venait de lancer une opération de pré-incubation. Alors pré-incubation, ça veut dire qu'on va tester, on va aller chercher des petits projets, des pépites hors du milieu nantais, Saint-Nazaire-la-Bolguérande. On s'est rencontrés au SPI numérique avec Rudy, je lui ai raconté mon projet, il me dit « Tu veux pas faire partie de la première promo ?» C'était assez génial, une rencontre. Et puis donc janvier 2023, je fais cette pré-incubation pendant 4 mois. Et puis arrive le printemps 2023, je rencontre mon premier associé Guillaume, directeur R&D aujourd'hui, qui vient me demander conseil pour créer sa boîte dans la production d'algues avec des tanks. On va discuter, on va faire autre chose peut-être. Viens dans là, toi. Et dingue. Et après, l'eau, la mer, hop, j'ouvre des huîtres dans une soirée avec un gars, et je lui parle de mon projet, il me dit, il faut que tu rencontres ma femme. Il me dit, non, c'est pas un truc bizarre. Elle vient d'arrêter son travail, là, tout ça, elle cherche un truc qui a du sens, tu devrais discuter avec elle. Hop. Et puis, on discute 5 minutes, je lui dis, hop, on profite de la soirée.
Et on se revoit dans la semaine. Et dans la semaine, effectivement, elle m'annonce qu'elle est ingénieure agro et elle vient de la gestion des eaux industrielles chez Suez. Ah, ça pourrait m'aider. C'est génial. C'est marrant. J'adore. 90%. Et je l'ai embarqué. J'ai embarqué les deux en une semaine. Ouais. Cécile, 90%. Hein. Oui. 90%. 90% de la réussite d'une entreprise, y compris technologique, est une affaire de personnes. C'est ce qu'on entend en fait viens, quand on pointe les micros ici et là. C'est ce qu'on entend. Ouais. On a parlé de l'humain, on parlait de l'IA, mais et tu l'as bien dit, s'il n'y a pas l'humain, c'est mort. Mais l'humain. Ouais. Alors après, des fois, qu'est-ce que c'est Vas-y, je t'en prie. Ça tient à pas grand-chose en fait. Non, ça tient pas à grand-chose. Par contre, il faut être ouvert et je pense que ça c'est une des choses clés. Être ouvert au monde et à l'autre surtout. Après, on verra. Sur quoi tu t'es... Pardon Cécile. Non, aujourd'hui t'avances. Un vrai booster, ces rencontres. Tu t'es trompé dans le passé ? Ah oui. Oh là là, se tromper. Alors se tromper, par contre, pour moi, c'est pas un sujet. C'est-à-dire, je suis plutôt anglo-saxon. Quand je... Ouais, mon œil. Mais non, quand tu te prends un échec dans la tronche. Ouais, alors en France, oui, c'est-à-dire qu'en plus t'es un gros loser, donc c'est pas facile. Hein. T'as fermé une boîte, ouh le vilain. Aux États-Unis, les copains en Hollande, par exemple, très dur en affaires, mais très très bons. Des entrepreneurs, ils m'ont dit putain, ce que t'as fait, c'est super, continue. Et puis voilà, c'est pas un sujet, l'échec, si on apprend de cet échec et qu'on essaie de rebondir et de s'adapter. Ouais. T'es tenace et résilient. Un petit peu. On va écouter GradGPT qui veut intervenir à l'e-trapping. Waouh! Vous les humains êtes fascinants. Mon corps palpite, mes serveurs grillent de curiosité. Votre algorithme de résolution de problèmes est, comme le mien, très performant, malgré les lenteurs insupportables de vos processeurs. En revanche, je ne suis pas familier avec les notions de bienveillance, de confiance, de bonheur. Est-ce ça, être humain? Quel est le secret de l'humanité? La belle fin de soirée, emoji cœur avec les doigts. À bientôt, bisous. Débrouille-toi avec ça. Ça veut dire quoi être humain? C'est beau quand même le GPT. C'est beau, hein. Il apprend, il est en quête d'apprentissage. C'est incroyable, c'est beau. Empathie. Pour moi, c'est l'empathie en premier. Et en même temps, c'est vrai que ça m'a aussi desservi être trop bonne poire. Trop bonne poire, ouais. Ouais. Et pourtant, je suis comme ça. Sur quoi, par exemple? On t'a trahi, on a abusé de ta gentillesse? Ouais, c'est plutôt ça. C'est-à-dire, tiens, on va te mettre... on va utiliser ton expertise, tes machins, puis on va récupérer tes inventions, tes machins, puis tu fais pas partie de la liste des inventeurs. Plein de choses, on pourrait en raconter. Mais j'ai pas changé. Ça parle de quoi? Ça parle de naïveté? Ça parle de confiance immédiate? Ça parle de quoi? On parlait de sentir les choses et d'y aller, être intuitif. Ça peut aussi se retourner contre soi, mais honnêtement, j'ai plus d'expériences positives que négatives et je changerai pas. S'il n'y a pas d'humain, aujourd'hui, je mesure le bonheur d'être avec un trio d'experts, partenaires, associés, avec qui c'est quand même au quotidien, c'est du bonheur. C'est du bonheur, Cécile? Ouais. Et depuis pour Zeni, toi qui es un grand sensible et qui aime travailler en équipe, tu restes le boss? Ah oui, c'est vrai, ça aussi, être le boss. C'est le plus indiqué que ce soit toi? C'est vrai que j'ai pu avoir des doutes. Cette sensibilité, elle peut se percevoir. Et on se dit, putain, il est trop sympa celui-là. Est-ce qu'il va avoir la main de fer? Et j'ai même eu cet échange avec un investisseur ça c'était à Singapour, qui me disait... Sur le précédent projet, c'est ça? Ouais, sur Blueit? Sur Blueit. Il me disait, c'est super, mais en fait, et sinon, ça te dirait pas d'avoir un CIO, quelqu'un qui tient les équipes, là, une main de fer. Un petit Stallone. Mais ça m'a fait quand même un peu douter. Moi, je voudrais revenir sur les partenaires. Pardon Cécile, excuse-moi, ça te fait douter, mais ça te fait mal d'entendre ça, ou tu revendiques aujourd'hui ta sensibilité? Ah, je la revendique. Ouais. Ça me fait mal. En fait, je pense que c'est aussi le fait des quelques années d'expérience où tu relativises. Au départ, tu te dis il faut peut-être rentrer dans une case, je suis pas à ma place. Puis aujourd'hui, ça me paraît assez évident. Et ce sont mes deux associés quand on a travaillé tous les trois sur... on a travaillé sur des méthodes là, de matching des dirigeants, comme ce qui a été évoqué.
Il se tourne vers Louise Doulier, en l'occurrence. Donc pour les auditeurs qui devront écouter l'interview de Louise Doulier s'ils ont commencé par la tienne. Et puis de se dire, ça doit matcher, il faut avoir les mêmes valeurs, etc. Et c'est l'humain qui l'a emporté. Et Atlampol nous accompagne aujourd'hui aussi, ça a été un des déclencheurs. De dire, vous avez un trio qui est une des forces clés. Et puis quand on lève des fonds, on va chercher des fonds et ils vous demandent presque en premier, c'est pas en premier, mais l'équipe. C'est quoi l'équipe ? Il te pose quoi comme question ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est pas creux ? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose ? Quoi par exemple ? Expertise, ça, forcément. Ouais, et alors là, les valeurs, c'est pas que l'argent. Est-ce que vous êtes prêt ? C'est quoi Zeni demain ? Est-ce que vous faites monter la valeur pour être acheté demain par Veolia ? Désolé. C'est pas ça. Nos valeurs, c'est d'aller jusqu'au bout d'une mission. Et on a une valeur environnementale, là, pour le coup, et qui a touché plusieurs fonds à impact. Il y a plein de fonds. Cécile ? En effet, par rapport aux partenaires, tu évoques cette proximité avec la nature. C'est un partenaire à part entière, en fait. Ben oui, parce que quand je fais les présentations, c'est vraiment ça. Je suis en train de réfléchir dans mes présentations. Quand je présente l'équipe, il faudrait que je rajoute la nature, les microalgues. C'est un partenaire. Si on n'a pas, je l'ai pas. Moi, je travaille avec le vivant. C'est un associé en fait. C'est un associé. C'est vraiment hyper intéressant et important. Et voilà. Bon. Il y a plein d'exemples de biomimétisme. Tu nous rappelais en préparant cette émission Franck Zal, qui avec le ver larnicole. Tu peux nous dire un mot là-dessus ? Ouais, alors moi je donne cet exemple parce que dans le biomimétisme, il y a tellement de possibilités. Mais ce gars-là, ce qui est remarquable, un biologiste, mais un gars qui a observé, qui a créé sa société en marchant sur la plage. Alors lui, il est tombé sur, il voyait vous savez, les petits trous dans le sable à la marée basse qui font des bulles. En fait, c'est un ver qui s'appelle le ver larnicole. Alors c'est rigolo parce que mon épouse qui est là, elle a interrogé Franck Zal et elle me disait mais il est dingue ce gars. Je dis bah ouais, je le connais. Et ce gars-là, il a passé 25 ans à travailler sur ce projet. Et son projet, c'était de se dire dès le départ, mais comment pendant une marée basse, pendant 4 heures, le gars là, comment il respire, comment il tient le coup avant que la marée revienne et qu'il se remette à vivre correctement. Donc il a fait un prélèvement, il a regardé, puis tiens, le sang de ce ver est très proche de l'hémoglobine humaine. Et en creusant, c'est une hémoglobine universelle. Et c'est assez exceptionnel. Donc il a mis 25 ans pour avoir les agréments, pour mettre sur le marché un sang artificiel qui demain va sauver des millions de personnes. En gros, là il a montré qu'il peut faire une poche de ce sang artificiel séché. Donc vous imaginez, vous trimballez avec ça dans la voiture, il y a un accident terrible, bing, vous sortez la poche, vous mettez de l'eau et vous pouvez injecter ce sang non mais c'est et ça c'est juste en observant. Un tout bip faire ça quand même. Ouais. Non mais c'est génial et en fait il y a une quantité c'est vrai phénoménale d'exemples. En tout cas, voilà, ce qu'on entend dans tes propos et c'est pas une façon de parler. Parce que voilà, Cécile et moi, on a passé un moment avec toi pour préparer cette émission. La nature, quand tu dis c'est une associée à part entière, qu'est-ce que tu nous recommandes, nous qui sommes toujours pressés, qui avons toujours autre chose à faire, qui nous laissons aspirer par ce qui est autre, et notamment parfois de la futilité sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu nous recommandes ? C'est quoi le conseil de Jean-Michel ? De savoir, quand vous rentrez à la maison, de fermer la porte et dire ça y est, le travail est terminé. Prendre le temps, c'est-à-dire que, on me dit, mais comment tu fais avec un projet pareil et tout ça ? Pourquoi tu travailles pas 24 heures sur 24 ? Mais si je travaillais 24 heures sur 24, je serais déjà mort. Et je prends le temps pour ma famille. Alors, pour moi, un petit peu moins. J'ai beaucoup aimé le premier témoignage, et ça, je sais que je vais y penser. Mathias Séguillon ? Non, pardon, le premier témoignage. Oui. Le billet du patron ? Ouais, j'aime bien. J'aime bien parce parce que... que... faire 1000 bornes
Avec Runtastic. Alors, c'est ce qu'on a dit. ouais, mais c'est ça. Les matins, on a fait ça très longtemps. On va essayer de le faire encore, mais il fait vraiment pas beau. Mais on se baigne tous les matins. Je prends le chien et hop, on va se baigner. On dit, il est fou. Sans combinaison, ouais, super. Même pas mal. Mais en fait, c'est être connecté à la nature, prendre le temps. Le week-end, je bosse pas. Ça, c'est clé. Il y a une citation, Cécile, de Jean-Michel. Ne pas être heureux, c'est le pire des trucs. Bah ouais. Alors pour conclure, s'adapter, c'est quoi pour toi ? Ouf. Alors, s'adapter, ouais, le dénominateur commun à tout mon parcours, ouais, s'adapter, ça a été finalement, c'est être à l'écoute, se remettre en question. C'est aussi bien savoir faire un pas en arrière, reculer, rebondir. Et puis, comme je le disais à l'instant, juste y croire, vivre le moment présent et franchement, les choses se font. Mais jamais se plaindre. Si vous plaignez, vous changez de... Enfin, il faut changer. On a le droit de reconnaître qu'on est dans la galère. Ah oui. C'est ça. Oui. C'est la différence entre se plaindre durablement, c'est-à-dire ce que tu dis, on peut ça. Reconnaître mais agir derrière. Et voilà, si on n'agit pas et on se plaint tout le temps, c'est quand même, ça peut être un mal d'un petit peu dans notre pays. Mais non les gars, il y a plein de choses à faire, allez-y. Tu nous rediras quand même autour d'un verre tout à l'heure, quand tu prends un truc, une gamelle là, dans la figure, un échec, comment tu fais pour te relever de ça ? Tu peux parler de prendre un verre. On verra ça tout à l'heure. On verra ça tout à l'heure. Très bien. Merci Jean-Michel. Merci, il s'appelle de nous Jean-Michel avoir partagé Pommet. ton parcours. Vénétis, interruption spéciale. Besoin d'aide ? Vous souhaitez optimiser votre recrutement ? Le social vous fait peur ? Vous n'arrivez plus à gérer les demandes des salariés ? Vénétis a la solution. Osez Vénétis. Vénétis recrute. Vénétis forme. Vénétis partage. Zéro tracas, zéro blabla, Vénétis. Ça y est, cet épisode est fini, mais patience, d'autres arriveront bien vite. Si cela vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Si vous êtes en quête de toujours plus d'inspiration RH, rendez-vous en description pour vous inscrire à notre newsletter mensuelle Bonjour Partage. À très bientôt chez Vénétis. Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage.